de vous retrouver après plusieurs années. Ouais, plaisir partagé. Alors, rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans l'histoire du Sénégal. Je reprends les termes du Premier ministre. En appréciant justement sa prestation, dites-nous en quoi ce projet de rupture est-il plus ambitieux que les autres qui l'ont précédé? Oui, il est plus ambitieux parce que d'abord, c'est un projet qui sera bâti sur la vérité. Il l'a dit à l'entame de son discours de politique générale, que le gouvernement s'est attelé ces 8 derniers mois à faire un état des lieux. Un état des lieux en se basant sur la vérité. Et nous disons toujours que le slogan du président de la République, Djub Djubal Djubanti, est bien à propos, et c'est de ce point de vue qu'il y a rupture. Donc, avant de se projeter donc, sur l'avenir, il est toujours bien d'avoir un état des lieux exhaustif et véridique, de telle sorte à pouvoir présenter une vision qui pourra être réaliste et réalisable, et que les Sénégalais donc, pourront vraiment s'approprier et pouvoir accompagner donc, le gouvernement. Donc je dirais, la rupture, c'est d'abord cet exercice de vérité. D'accord. Avant même que nous rentrions dans le fond, avec les principes directeurs qu'il a énoncés, il y en a un certain nombre qui sont fondamentaux. C'est d'abord une vision, on en a toujours eu. Les gouvernants qui sont nouveau, passés... Ouais. Voilà, c'est pas nouveau. Donc, une vision, elle est essentielle. Sur le moyen et sur le long terme, on a eu des plans depuis 1960. La différence ici, et il a insisté dessus, c'est sur une culture de résultat. C'est ça. Parce que très souvent, nous avons des plans, nous avons une vision, mais au bout du compte, les résultats escomptés ne suivent pas, ou en tout cas, on ne met pas les choses en place avec efficience et efficacité. Donc, rupture en termes de culture de résultat. Et un deuxième élément extrêmement important, c'est la décentralisation. La décentralisation, responsabiliser davantage les citoyens pour qu'ils participent à l'effort de développement, et tout cela dans l'équité et la justice. Voilà un peu. Il y en a 7 points de rupture. On va y revenir dans le courant de cet entretien. Mais vous avez parlé de l'état des lieux. C'est vrai, le Premier ministre est revenu sur ce tableau qu'il avait pratiquement présenté il y a quelques mois. C'est une démarche qu'on peut comprendre. C'est normal. Vous l'avez dit, c'est basé sur la vérité et la transparence. Mais on a vu qu'aussi, il y a eu des conséquences. Est-ce que le choix, donc, ne peut pas perturber les projections qui sont faites? Bon, je dirais perturber, c'est-à-dire la réalité peut perturber. Une réalité peut perturber. Mais vous ne pouvez rien bâtir donc, sur le mensonge. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'un état des lieux véridique, donc qui part d'une réalité et d'une vérité. Et ensuite, il faut en assumer les conséquences et pouvoir donc mettre en œuvre les mesures correctives. Voilà. Donc, perturber, je ne peux pas dire non, dans la mesure où c'est le résultat d'une gestion qui a été auditée, qui a révélé que non seulement notre déficit était beaucoup plus élevé, et que notre endettement était également beaucoup plus élevé. Dès lors que vous révélez cette vérité, il y a une conséquence, n'est-ce pas? Mais cette vérité-là, elle est bonne à dire, parce que ça permet, dans la transparence, de savoir, disons, sur quelle base cette vision qui est annoncée sera. Mais c'est des conséquences à assumer, quoi. Tout à fait. Ce sont des conséquences à assumer, et puis surtout, ça permet de corriger. Ça permet de corriger dans la vérité. Parce que lorsque vous ne dites pas la vérité à vos partenaires, qui peuvent être par ailleurs mus de bonne volonté et sincères, donc la négociation est sur une base faussée. Parce que vous n'avez pas dit la vérité à votre partenaire. Vous dites à votre partenaire, écoutez, voilà ce que je veux faire, voilà les moyens qui sont à ma disposition, voilà ce que j'attends de vous. Et ce partenaire évalue votre situation, vous donne son avis, ses conseils, vous pouvez les prendre comme vous ne pouvez pas les prendre. Mais si c'est sur la base d'un mensonge, donc le conseil ne peut ne pas être approprié. Donc, il faut absolument donc partir de la vérité, faire les correctifs nécessaires, et ce n'est pas si difficile. Quand un partenaire comme le Fonds monétaire international, par exemple, que vous connaissez bien, décide d'attendre
d'en connaître plus pour réagir en termes de décaissement. Ça, c'est le sens de la question. Est-ce que, véritablement, sur ce que vous entrevoyez de faire, ça ne risque pas d'avoir des problèmes, effectivement? Non, pas du tout. C'est-à-dire, le Fonds monétaire est dans son rôle. Le Fonds monétaire ne devrait pas décaisser sur la base d'un mensonge, donc raison pour laquelle le Fonds monétaire a des politiques contre justement des décaissements basés sur le mensonge. Oui. Alors le mensonge, il se découvre toujours. Et s'il y a des décaissements basés sur ce mensonge, à un moment donné, ce mensonge vous rattrapera et vous êtes supposé rembourser. Rembourser à un moment peut-être qui n'est pas le plus favorable. Oui. Il est préférable, n'est-ce pas, de dire la vérité, de telle sorte que le partenaire puisse être disposé à vous accompagner, tenant en compte donc les conséquences, disons, de cette découverte qui n'est pas de votre fait, mais non, ça pose véritablement aucun problème parce que des négociations vont s'ouvrir avec ces partenaires et ces négociations prendront en compte donc la réalité constatée que nous allons bientôt découvrir avec le rapport de la Cour des comptes. Un rapport, on a entendu le Premier ministre, qui ne devrait pas s'éloigner de ce qu'il a dit, c'est vrai. Oui. Vous en êtes sûr? Oui, non, c'est sûr. C'est-à-dire que la question, c'est une question d'ampleur. La question est de savoir, est-ce que ce n'est pas pire que donc, ce qui a été annoncé? Oui. Mais comme je vous le disais, en fait, il s'agit d'endettement et de déficit. C'est ça. La question, c'est juste de savoir quels sont mes engagements et ils sont à quel niveau. Le savoir, c'est vraiment nécessaire. Parce que, bon, une fois que vous le savez, vous serez en mesure donc, de poser les actes les plus appropriés. Ouais. De l'endettement, justement, on en parle, parce que ça fait l'objet d'un grand débat. Avec tout ce que vous avez dit sur la stratégie d'endettement du régime sortant, évidemment, vous êtes obligé de faire mieux. Oui. Alors, qu'est-ce qui peut nous permettre de croire que vous aurez une bonne dette? Oui, c'est-à-dire, on aura une bonne dette, le Premier ministre l'a dit, parce que normalement, les biens et services publics doivent être financés par ses ressources propres, d'abord. Ses ressources propres. C'est donc maximiser son potentiel fiscal en termes de contribution donc, des citoyens à la hauteur de leur capacité. Et que cet impôt soit juste, avec une assiette fiscale élargie, il l'a dit, et des taux d'imposition qui correspondent à la capacité de payer des citoyens qui, en retour, veulent des biens et services publics de qualité. Donc, dès lors que vous le faites, nous sommes à une pression fiscale d'à peu près 18% du PIB. En lieu moins, il s'agit de l'amener au moins à 20% du PIB, mais il n'est pas impossible, avec une assiette élargie et des taux d'imposition qui correspondent à la capacité de contribution des citoyens, d'aller à un niveau beaucoup plus élevé. Imaginez-vous 20, 22, 25% du PIB. Ça vous fait presque 1000 milliards qui pourraient être à votre disposition, n'est-ce pas, de ressources propres qui retournent chez le citoyen. Il ne s'agit pas de récupérer cet argent et que ça disparaisse. Il s'agit de mieux dépenser cet argent avec un effet de levier, imaginez-vous, sur 1000 milliards où nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Alors dès lors que c'est votre premier levier, ça c'est la fiscalité, et il a également mentionné, disons, la profondeur du marché financier. Alors, nous ne mobilisons pas suffisamment l'épargne disponible, qui est un peu éparpillée. Bon, même nos institutions, que ce soit les assurances, la retraite, etc., la diaspora, vraiment faire en sorte qu'il soit attractif pour le Sénégalais d'investir dans des actifs qui peuvent être rentables et diversifiés. Même ceux qui ont de l'argent ont tendance, dans notre pays, à investir dans l'immobilier. Oui. Voilà des investissements relativement passifs. Il s'agit maintenant de structurer des projets et d'inciter l'épargne nationale. Alors, si vous mobilisez l'impôt de façon juste et supportable, vous approfondissez le marché financier, vous mobilisez l'épargne nationale et internationale par la diaspora et les non-résidents qui s'intéressent au Sénégal. Okay. Déjà, c'est un départ pour financer. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas recourir
à l'endettement extérieur, c'est important de le dire. Et même cet endettement extérieur, il n'est pas absolument nécessaire qu'il soit en devise. Vous voyez, il est tout à fait possible d'attirer des non-résidents dans notre marché financier parce qu'ils auront confiance, disons, à notre cadre macroéconomique et la probité, et donc la transparence et la vérité des chiffres. Donc les investisseurs internationaux viendraient également investir dans nos projets. Ok, donc en définitive, cette réforme fiscale dont il parle peut permettre de mieux s'endetter et de s'endetter de façon peut-être viable, c'est ça? Tout à fait. Vous avez mobilisé la contribution fiscale des citoyens. Vous avez également mobilisé l'épargne dans la diversité des instruments. Vous avez un déficit raisonnable que vous êtes en mesure de financer en partie. Donc, vous allez mettre votre dette sur une tendance donc baissière à un niveau peut-être que vous stabiliserez. Et dans sa composition, donc monnaie locale et en devise, quelque chose de raisonnable que les agences de notation apprécieront, que les partenaires tels que le Fonds monétaire international, qui est là pour tout le monde, apprécieront. À ce moment-là, donc les investisseurs seront disposés à venir nous accompagner dans nos projets. Mais l'endettement reste quand même une règle du jeu et il est toujours utile dans la mobilisation de ressources. C'est vrai que c'est... De façon soutenable. C'est-à-dire que, je le disais, tous les pays s'endettent. Il faut s'endetter. C'est-à-dire il faut tout simplement s'endetter de façon soutenable. N'est-ce pas? Avec des instruments appropriés, suffisamment donc, diversifiés pour réduire les coûts dans la mesure du possible et minimiser les risques en tout temps s'assurant que l'épargne nationale est mobilisée et le recours à l'épargne internationale est fait de façon responsable en tenant en compte donc, les risques, disons, émanant des aléas de la conjoncture internationale. En parlant de soutenabilité, vous voulez dire que ça ne se faisait pas dans l'ordre normal des choses, dans le temps? Absolument pas. Sinon, on n'aurait pas eu cet audit l'audit n'aurait pas révélé ce qu'il a révélé. Alors, ça ne sert à rien donc de s'endetter en cachette surtout. Et surtout quand vous le faites en cachette, ça veut dire que les projets et programmes n'ont pas fait l'objet de la maturation nécessaire, n'est-ce pas? C'est ad hoc. Il n'y a pas eu un processus de maturation et de sélection. Donc, vous le cachez. Vous le cachez parce que peut-être que vous avez besoin donc, de montrer des résultats, le Premier ministre l'a dit, à très court terme par rapport à des échéances électorales. Et ça ne peut pas être une bonne façon de s'endetter. Surtout un endettement sur le bilan de l'État. Vous savez, lorsque vous vous endettez sur le bilan de l'État, il y a une garantie souveraine. Le Sénégal étant un pays crédible et nous avons l'intention d'honorer nos engagements. Donc, lorsque quelqu'un vient dans votre bilan, et vous prête de l'argent, que le projet marche ou qu'il ne marche pas, c'est le peuple tout entier qui rembourse. Et c'est la raison pour laquelle le Premier ministre a beaucoup insisté sur la notion de project finance. C'est-à-dire, vous prenez un projet, vous le maturez, vous regardez son rendement, à ce moment-là, vous allez emprunter, peut-être que l'État et les épargnants investiront dans ce projet-là. S'il est rentable, il n'y a pas de difficulté à emprunter, à investir. Mais cette réforme fiscale-là, qui constitue une alternative, du moins en tout cas une solution à l'endettement excessif. Je relis bien, il s'agit de faire payer moins à tous et de faire payer tous. Tout le monde paye, mais tout le monde... Est-ce que, bon, ça aussi, ça va être une grosse bataille. On sait que, bon, la culture de l'impôt n'est pas assez ancrée dans notre pays. Et puis, bon, il faut formaliser. Tout à fait, tout à fait. Ça veut dire donc que c'est une autre paire de manches qu'il faudra peut-être gagner. Oui, en fait, on dit presque tout le monde paie, parce que dès lors où un produit, bon, on sait déjà qu'on importe beaucoup de ce qu'on consomme. Donc tout le monde paye, parce qu'il faut payer les droits de douane, il faut payer la TVA. Donc beaucoup de produits de consommation donc font l'objet déjà de taxation. Tout le monde paye. C'est peut-être l'impôt sur le revenu à cause de l'informalité de notre économie, bon, qui fait que, disons, tout le monde ne paie pas un impôt sur le revenu. Alors donc, c'est la raison pour laquelle une réforme donc, du Code des impôts est nécessaire pour éliminer toutes ces petites niches, n'est-ce pas,
d'exonération, de passe-droit, etc. Relever certains seuils, en deçà donc, desquels une personne ne serait pas imposée, pour que le consentement à l'impôt et le civisme fiscal puisse être un réflexe, et qu'on ne se dise pas, si je deviens formel, voilà, je serai surimposé, donc je vais essayer de rester non seulement petit et informel. Alors donc l'incitation à la formalisation, il faut que être formel ait un avantage. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le Premier ministre disait, dans les territoires, nous allons faire la cartographie des chaînes de valeur, identifier les entreprises qui fonctionnent, les accompagner, les aider à se formaliser, à pouvoir être aptes à accueillir de l'investissement. Et à ce moment-là, avec la décentralisation, la citoyenneté, le consentement à l'impôt sera en échange de biens et services de qualité dans une culture de résultats. Vous voyez, c'est ça. C'est important. Alors, je veux bien comprendre, peut-être avec d'autres, ces annonces de rupture. Si on dit, par exemple, se retirer de toutes les conventions bilatérales impliquant un paradis fiscal et renégocier les clauses défavorables de conventions conclues avec les États à fiscalité normale, lorsque ces conventions sont dépassées, c'est ça? Je ne sais pas si je lis bien. Qu'est-ce que cela veut dire en termes clairs? Non, mais parce que de par le monde, c'est-à-dire la non-double imposition, donc favorise l'investissement. Parce que bon, vous ne souhaiteriez pas qu'une entreprise vienne investir chez vous, paye l'impôt chez vous et paye l'impôt dans son pays d'origine s'il s'agit d'un investissement direct étranger. Alors donc il y a des conventions de non-double imposition de telle sorte que l'entreprise ne soit pas donc imposée doublement. Alors mais maintenant, il ne s'agit pas d'avoir des conventions avec des paradis fiscaux, n'est-ce pas, où une entreprise va s'installer dans un paradis fiscal avec lequel vous avez une convention juste pour ne pas avoir à payer l'impôt. L'objectif de la non-double imposition, ce n'est pas de ne pas payer l'impôt, c'est de ne pas payer l'impôt deux fois. Et qu'est-ce qu'on perdait en fait? Non, parce que vous avez des entreprises qui vont aller s'enregistrer dans un paradis fiscal, tout simplement parce que vous avez signé une convention avec ce paradis. D'accord. L'objectif étant de ne pas payer l'impôt. Mais ce n'est pas l'esprit de la non-double imposition. L'esprit de la non-double imposition, c'est que vous ne soyez pas doublement imposé. Très bien. Pas que vous ne le soyez pas. Alors c'est pourquoi il dit les pays qui ont, eux, qui sont à fiscalité normale, nous allons revoir les conventions que nous avons avec ces pays-là, parce que même avec les pays à fiscalité normale, il arrive très souvent que les multinationales qui ont de grandes capacités arrivent à se soustraire de l'impôt. Donc il s'agira de faire une revue systématique des conventions que nous avons signées pour nous assurer que l'esprit de la non-double imposition prévale et qu'il ne s'agit pas, disons, d'utiliser, la fiscalité d'un pays pour ne pas payer l'impôt. L'objectif, ce n'est pas de ne pas payer l'impôt, c'est de ne pas être doublement imposé. D'accord. Alors, parmi les points de rupture, qui sont au nombre de 7, le passage d'une logique d'urgence à une logique de vision et de planification. Alors, est-ce que ce n'est pas risqué pour un pays où pratiquement tout est urgent, où toutes les populations, on le sait, sont impatientes et veulent voir des résultats tout de suite? Oui, en fait, bon, il l'a dit justement. Il ne s'agit pas d'agir pour la prochaine élection. Nous voulons, et des pays l'ont réussi, sur une génération ou maximum 2, faire du Sénégal un pays développé. Les autres l'ont fait, donc on devrait pouvoir le faire. Et nous avons les préalables. On parle souvent de dividendes démocratiques. Le Sénégal est une grande démocratie. Et ce qui s'est passé dans notre pays récemment, les dernières élections, l'ont démontré avec une population vraiment mûre. Alors donc, il s'agit, et c'est un des principes, une vision et une ambition. Une planification à long terme. Il a parlé d'un master plan. Nous sommes en train actuellement de faire la mise à jour des lettres de politique sectorielle de tous les ministères, tous les secteurs, pour les aligner sur la vision
n'est-ce pas, de telle sorte que, comme il le disait, cette culture de résultat, donc une planification des biens et services publics et des projets sur un horizon décennal. À l'horizon quinquennal, c'est le cadrage macroéconomique où on sait exactement quel est le volume de ressources qui sera à la disposition de l'État, non seulement de par la fiscalité, de par la mobilisation de l'épargne, mais aussi de par un endettement raisonnable. Donc vous savez un peu quelle est l'enveloppe qui est à votre disposition, avec des lettres de politique sectorielle mises à jour, alignées sur le référentiel et des objectifs et des indicateurs de performance. Vous êtes dans la culture de résultat. À ce moment-là, il ne s'agit pas de se presser. Il s'agit de faire le nécessaire pour que ce pourquoi l'impôt a été payé, ce pourquoi l'endettement a été donc mobilisé, puisse produire les résultats dans l'horizon temporel raisonnable. Vous entendez souvent, les Américains disent smart, un objectif qui doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, dans un horizon temporel bien déterminé. Donc l'horizon temporel bien déterminé, ce n'est pas dans l'urgence. Parce qu'il s'agit de payer des impôts, mobiliser des ressources et de rendre des biens et services publics de qualité. Oui, mais dans l'urgence, les Sénégalais aussi ont besoin d'avoir des résultats, parce qu'ils n'ont pas élu. Oui, mais qu'est-ce que vous appelez des résultats pour oui, mais je donne... C'est-à-dire un résultat, oui. Vous voyez, et ça aussi, c'était bien dans la lettre de politique générale, dans le discours de politique générale. Il s'agit de la participation de tous les Sénégalais à l'effort de développement. Il l'a dit. Oui. Ce n'est pas son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ce n'est pas le Premier ministre Ousmane Sonko. L'élection est derrière nous, la vision est claire. Il s'agit de la participation de tous à l'effort de développement. Donc, créer les conditions qui feraient que chaque citoyen, dans ce dans quoi il s'active, qu'il puisse se réaliser. Et lorsqu'il aura payé ses impôts, s'assurer que dans la culture de résultat, les biens et services publics qu'il a financés, lui ça effectivement rendu. Il n'y a pas d'urgence dans cela. Oui, mais quand même, je donne un exemple. La jeunesse, qui a massivement voté pour le président Diomaye et le premier ministre Ousmane Sonko, vous savez qu'elle est impatiente. Elle veut du travail maintenant. Est-ce que, elle s'entend dire, bon, on va travailler sur la durée, sur le long terme? Non, il a également parlé de la notion de démocratie économique. La démocratie économique, c'est d'abord la liberté économique, c'est ce que je viens de dire, créer les conditions qui feraient que chacun puisse se réaliser, n'est-ce pas, dans un environnement permettant au talent de s'exprimer. Mais il y a l'inclusivité aussi. Il a parlé de protection sociale. Il a parlé de formation professionnelle. Parce que cette jeunesse, pour qu'elle puisse donc être utile à elle-même, et que justement cette impatience vis-à-vis de l'État ne soit pas une urgence parce qu'elle va trouver des opportunités dans le marché, c'est de cela qu'il s'agira. Donc, inclusion sociale, formation, éducation, et surtout aller trouver les entreprises sénégalaises et les citoyens dans ce dans quoi elles sont. C'est pourquoi cette cartographie des chaînes de valeur dans les territoires permettront d'identifier les opportunités, les entreprises qui pourraient devenir des champions, qui pourront faire l'objet d'investissements avec les outils de l'État, l'appui de l'État, un État stratège, il l'a dit, et ce sont les entreprises qui créent les emplois. C'est ça. Donc dès lors que vous aurez fait en sorte de pouvoir accompagner ces 97% d'entreprises qui sont informelles pour qu'elles soient aptes à recevoir l'investissement, être appuyées par un État stratège, les moteurs de croissance dont il a parlé, ce sont ces entreprises-là, n'est-ce pas, qui vont donc employer ces jeunes. Il n'y a pas d'autre moyen. Il leur faudra certainement des conditions. Vous en parliez. On le dit souvent, l'État ne crée pas d'emploi, mais il crée les conditions. De ce secteur privé-là, là où on dit confiance en nos compétences locales, il ne s'agit pas de le décréter. Le secteur privé a besoin quand même d'éclore et de créer des emplois. Tout à fait, tout à fait. Et créer des emplois, c'est d'abord avoir l'opportunité
de vendre ce qu'on produit, que ce soit à l'intérieur. Il a parlé de substitution à l'importation et il a beaucoup insisté efficiente. C'est-à-dire, nous importons beaucoup de ce que nous consommons, donc il y a un certain pouvoir d'achat qui est un peu externalisé. Oui. Donc tout ce qui a été dit sur l'agriculture, tout ce qui a été dit sur l'industrie, n'est-ce pas, en termes d'import-substitution efficiente, parce qu'il ne s'agit pas de fermer nos frontières, c'est d'appuyer ce qui a la capacité d'être compétitif. Alors, de telle sorte que ce pouvoir d'achat ne soit pas donc orienté vers l'extérieur. Et dans la mesure où ce pouvoir d'achat n'est pas orienté vers l'extérieur, c'est une demande orientée vers une production possible à l'intérieur, donc il fera donc des possibilités d'emploi. Donc, lorsque vous faites également la cartographie de vos chaînes de valeur, vous identifiez les secteurs dans lesquels le Sénégal devrait pouvoir être compétitif. Il s'agira d'accompagner ces entreprises pour qu'elles puissent devenir des champions à l'international. D'accord. Donc, finalement, il s'agira de savoir qu'est-ce qui est urgent et qu'est-ce qui doit être mis sur le long terme. Par exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat, l'emploi, etc. Ça, c'est des urgences. Oui, ce sont des urgences. Il faudra les gérer quand même. Oui, bon, vous avez vu. Et là, vous savez, l'augmentation du pouvoir d'achat, il y a également un besoin de sélectivité. Oui. Ça aussi, ça a été mentionné. En termes d'appui au pouvoir d'achat, ça a déjà été fait les 8 derniers mois sur des produits de première nécessité. Mais il y a également un certain nombre de subventions que nous devrions, disons... Enlever ? Réformer, disons, réformer. C'est-à-dire, prenez, c'est l'exemple le plus simple, subvention à l'énergie. Oui. J'en profite, vous en profitez. Bon, donc on devrait pouvoir être exclu de cette subvention-là. Au-delà de nous exclure de cette subvention, il y a même peut-être des méthodes beaucoup plus ciblées et beaucoup plus efficientes d'accompagner ceux qui sont dans des situations de vulnérabilité. C'est la raison pour laquelle le registre national unique, il est en train d'être toiletté, de telle sorte à identifier les personnes qui sont véritablement pauvres et vulnérables. À ce moment-là, il est préférable, après nous avoir exclus de certaines subventions, d'améliorer les bourses familiales, n'est-ce pas? Améliorer les bourses familiales, ça va dans le sens de protéger, dans le court terme, ceux qui sont dans une situation de pauvreté ou de vulnérabilité, donc prenant en compte cet aspect d'inclusivité, le temps que des mesures nécessaires qui ne peuvent pas être immédiates, dont les effets ne peuvent pas être immédiats, puissent prendre. Voilà. Très bien. Alors, d'une logique de dépense à une logique de résultat, ça aussi, c'est un autre point de rupture intéressant. L'allusion est claire. Hein? Ils sont visés les secteurs où on injecte beaucoup d'argent et qui n'ont pas d'impact. Mais dans tous les cas, monsieur le ministre, il faudra dépenser. Alors, est-ce qu'en dépensant moins, on est sûr d'avoir les résultats escomptés? Oui, parce qu'il s'agit de dépenser mieux. Oui. Vous voyez, il s'agit de dépenser mieux. Lorsque vous maturez les projets, il y a beaucoup de projets à haute intensité de main-d'œuvre qui peuvent être des projets donc, publics, à financement public. Les routes, l'assainissement, la voirie, voilà, il y a beaucoup... Et ça coûte cher, hein? Mais ça coûte cher, mais c'est déjà dans le budget. Vous voyez, c'est déjà dans le budget. Le budget, il ne diminue pas. En termes nominal, le budget augmente toujours, en termes nominal. Donc, si la croissance que nous projetons se réalise, et il n'y a pas de raison qu'elle ne se réalise pas, les ressources publiques continuent d'augmenter. Si vous élargissez l'assiette, l'État a beaucoup plus de moyens. Ces moyens retournent dans la population. Vous voyez? Et donc, il s'agit de bien maturer les projets qui soient utiles aux citoyens en termes de biens et services publics là où ils vivent, donc dans leur collectivité, les responsabiliser davantage. Et ces ressources publiques, donc investies dans des projets bien maturés, contribueront également à l'emploi et au bien-être de façon générale. Mais ça dépend des projets aussi, parce qu'il y en a qui sont très complexes. Oui. Le Premier ministre a donné l'exemple des inondations. Oui. On sait qu'il y a eu beaucoup d'argent qui ont été investis. Hein.
Mais on sait aussi que c'est pas facile d'un jour à l'autre de régler ce problème, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc c'est pourquoi je disais qu'on est en face d'une question assez complexe. Tout à fait. On est obligé d'investir, de mettre de l'argent, mais on n'est pas sûr qu'en mettant moins d'argent, on a des résultats. On ne met pas moins d'argent, justement. Non. De quoi il s'agit? Non, il s'agira de faire mieux avec plus d'argent. Avec plus d'argent. Voilà, c'est faire mieux avec plus d'argent. Parce que tout à l'heure, nous avons parlé d'endettement inconsidéré. Endettement inconsidéré, investi dans des projets non productifs. Donc, éliminer ces projets non productifs, ce n'est pas nécessairement une réduction. C'est-à-dire que ce sont des choses qui ne devaient pas être, parce que c'est juste de l'endettement qui n'a pas créé de croissance. Et en termes d'utilité pour les populations, c'est juste un intermédiaire qui s'est enrichi, un exportateur qui nous a vendu quelque chose. On connaît tous les offres spontanées. Ce n'est pas productif. Ne pas le faire ne vous coûte absolument rien. Maintenant, amasser une certaine somme d'argent, imaginez-vous 1000 milliards, c'est difficile pour un individu, en tout cas, à mobiliser. Il n'y a que l'État qui, en élargissant l'assiette fiscale, en faisant en sorte que chaque citoyen contribue pour amasser 1000 milliards. Mais ces 1000 milliards, l'État ne les garde pas. Ça retourne au niveau des populations. Dès lors où cet argent vient des populations, il retourne vers les populations en les responsabilisant, en les faisant participer au niveau de leur territoire et en faisant les autres réformes dont nous n'avons pas encore parlé. L'agriculture, et c'est très important. Vous avez 45% de la population qui vit en milieu rural de l'agriculture, alors que la valeur ajoutée ne dépasse pas 15-16% du PIB. Ce n'est pas productif, n'est-ce pas? Donc, il a parlé des coopératives à mettre en place, l'accompagnement des paysans pour qu'ils soient des agriculteurs entrepreneurs, la réforme foncière, de telle sorte à en faire des propriétaires, de telle sorte qu'ils puissent eux-mêmes entrer dans des joint ventures avec ceux qui ont du capital et de la technologie. Tout ça va créer de la productivité et éventuellement une substitution efficiente aux importations. Dès lors que vous avez une substitution efficiente aux importations et vous pouvez exporter, mais c'est une possibilité de création d'emplois. Et avec, disons, des effets multiplicateurs, si vous restez sur cette même dynamique, non seulement vous allez avoir davantage de ressources budgétaires en termes fiscaux, que vous retournez encore une fois aux populations. Voilà, c'est vrai que cette logique de résultat dans le secteur agricole, elle est pertinente, parce que quand même, il faut le reconnaître. Ça fait plusieurs années qu'on réfléchit sur comment développer ce secteur névralgique avec plusieurs plans qui ont été initiés, mais voilà, on voit que ça ne décolle pas. C'est pourquoi il faut de la complémentarité. Nous avons donc une population qui vit en milieu rural, de l'agriculture, une très faible productivité. Donc qui n'a peut-être pas les mêmes capacités que les grands groupes internationaux qui maîtrisent les chaînes de valeur, qui ont du capital et de la technologie. Donc il s'agit de complémentarité. C'est accompagner nos paysans pour qu'ils soient plus productifs en termes de semences certifiées, mécanisation, coopérative, accès au financement, c'est une chose. Mais les terres qui sont à notre disposition aussi, si vous permettez aux populations sénégalaises d'en être les propriétaires, n'est-ce pas? D'en être les propriétaires, c'est leur capital, c'est leur apport. À ce moment-là, vous pouvez avoir des joint ventures avec des groupes qui ont la technologie, qui ont le capital, de telle sorte à davantage valoriser ces terres, à être beaucoup plus productifs. Mais ce que cela veut dire aussi, si vous êtes beaucoup plus productif, vous faites plus avec moins. Donc vous n'aurez plus 45% d'une population qui ne produit que 16% du PIB, et il va falloir les absorber ailleurs. C'est la raison pour laquelle tout ce qui est transformation, il a parlé des agropoles, des zones industrielles, des industries agroalimentaires, etc. Si vous avez de la productivité au niveau du secteur primaire, au lieu d'exporter des matières premières non transformées, vous avez beaucoup plus de valeur ajoutée en ayant des zones économiques spéciales, agropoles, zones industrielles bien aménagées, où le coût des facteurs, l'électricité, l'eau, n'est-ce pas, les services qui sont fournis aux investisseurs dans un espace bien défini, ça peut donner, ça peut être attractif
pour des investisseurs. À ce moment-là, il y a une complémentarité entre ce que vous avez fait au niveau du secteur primaire, ce que vous avez l'intention de faire au niveau du secteur secondaire. Vous commencez à créer de la valeur dans une économie endogène. Et tout ça au niveau de 8 pôles territoires, de telle sorte à un peu libérer la macrocéphalie de Dakar et ses alentours. Très bien. Le budget, c'est l'instrument qui va nous permettre peut-être d'arriver à tout cela. Et le projet de loi de finances a été adopté sans débat. Le Premier ministre a engagé la responsabilité du gouvernement sur le fondement de l'article 86.6 de la Constitution. Oui. Mais quand même, on a regretté, l'opposition parlementaire en tout cas, a regretté son absence. Ça, c'est un. Deuxièmement aussi, c'est cette absence de débat. Parce que il y a quand même des questions peut-être sur lesquelles il aurait fallu débattre et éclairer les Sénégalais. Oui, bon, vous savez, les délais, de façon générale, les délais ont été très courts. Il y a beaucoup de choses se sont passées ici vraiment en 2024. 2024 a été pour le Sénégal une année pleine. Vous voyez, donc il y a eu des élections, une élection présidentielle, des élections législatives. Il a fallu travailler sur le référentiel, il a fallu faire l'audit, l'état des lieux. Et tout ça dans la foulée, préparer un budget, respecter les délais pour qu'au 31 décembre, qu'on puisse avoir un budget. Et rien ne nous empêche de revenir dans un horizon très très court avec une loi de finances rectificative, n'est-ce pas, qui fait aussi partie de la loi, vous pouvez rectifier, n'est-ce pas? Donc, il y a eu nécessité de faire un travail extraordinaire que le ministre des Finances et du Budget et ses équipes et le ministère de l'économie et de la coopération et tous les ministères, il a fallu vraiment travailler d'arrache-pied pour avoir un budget et le respecter, pour que le président n'ait pas à décréter, n'est-ce pas, l'exécution d'un budget sans que ça ne soit passé au Parlement. Ceci dit, mais tout le monde est passé en commission. Nous sommes tous venus en commission. Nous avons préparé nos messages. Les députés ont eu le temps, dans chaque ministère, de poser les questions et les ministres ont apporté les réponses. Oui. N'est-ce pas? Alors, donc, peut-être, une plénière, ça aurait été mieux. Mais les délais... permis aux députés, par exemple, d'avoir des éclairages sur beaucoup de choses. Et puis, ça peut amener des supputations sur beaucoup de choses. Mais encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a eu les commissions. Oui, et ça suffit de votre point de vue? Ah oui, c'est-à-dire qu'en commission, toutes les questions sont posées. Les questions sont posées et nous y avons apporté des réponses. C'est-à-dire en plénière, ça aurait été peut-être la même chose. Peut-être que les populations auraient, disons, entendu de vive voix, après lecture aussi du rapport. Parce que les rapports en commission sont présentés en plénière. Et peut-être que la population aurait, comme d'habitude, vu... Mais encore une fois, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, nous avons, disons, passé plusieurs caps, déclaration de politique générale faite, référentiel présenté, budget, il existe, il est là, n'est-ce pas? Bon, à l'impossible, nul n'est tenu, et je pense qu'il se fait tard, en 2024, et le budget approuvé. Bon, une majorité aussi, ça sert à quelque chose. OK. Maintenant... ce qui a été fait est conforme à la loi aussi. À l'urgence, disons à l'impossible, nul n'est tenu. D'accord. Aujourd'hui, vous tenez votre budget par rapport à celui qui l'a précédé et que vous avez beaucoup critiqué. Alors, quels sont ici les gages de sincérité et de réalisme? Bon, la première sincérité, c'est au niveau des ressources. Au niveau des ressources en termes de projection. Donc très souvent, on vote des lois de finances avec des projections trop optimistes. Alors, nous, d'abord, dans l'exercice de vérité auquel nous sommes soumis, on a enlevé un certain nombre de choses qui étaient dans les budgets qui n'étaient pas sincères. Des rattachements de recettes d'une année à une année précédente. Par exemple, prendre les recettes de 2024 et les rattacher à 2023. Disons le premier trimestre, les rajouter à 2023. Ce n'est pas sincère. La performance de 2023, augmenter de la performance de 2024, ce n'est pas correct. Des recettes, disons, budgétisées qui ne sont pas liquides.
Vous voyez? Donc c'est d'abord un exercice de vérité et de sincérité en termes de projection de recettes, mais l'ambition aussi, hein, l'ambition d'élargir l'assiette fiscale, l'ambition de réduire les exonérations est reflétée dans le budget. Il y a une ambition véritable, si vous regardez les chiffres, de mobiliser davantage donc, de recettes. Au niveau des recettes, il y a eu un exercice, disons, de sincérité dans ces projections. En termes de dépenses, l'audit a démontré que la moyenne du déficit budgétaire a été de 10% les 5 dernières années. Ouais. Le déficit présenté par le ministre des Finances et du Budget est à 7,1% du PIB. Ouais. Et dans le rapport économique et financier, nous avons dit que ces 7,1% du PIB, en réalité, c'est même 5,4. 5,4 parce qu'il y a une partie de régularisation de passifs à payer liés à subvention à l'énergie. C'est-à-dire c'est 2024, c'est déjà passé, mais il faut les crédits budgétaires pour payer la facture. Mais la réalité économique, c'est déjà passé en 2024. Donc, déficit budgétaire de 5,4. Et lorsque vous y ajoutez même des travaux déjà exécutés, les pièces justificatives étant au niveau du ministère des Finances et du Budget, il est même possible, une fois que ces factures auront été donc payées, que le déficit budgétaire soit beaucoup plus faible. Donc, il y a de la sincérité dans ce budget et c'est ce qui justifie justement que ce déficit soit même plus élevé que la réalité économique, hein, parce qu'il s'agit d'éponger un passif, de sorte à avoir un bon départ à moyen et long terme. D'accord. Donc, budget sincère et réaliste. Oui. Une vision Sénégal 2035 déjà prête, autant pour moi. Un instrument politique, une majorité à l'Assemblée nationale. Finalement, exit les débats sur le passé. Vous êtes en mesure aujourd'hui de faire des résultats. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Nous sommes en mesure. Vous êtes attendu au tournant. Non, absolument. C'est-à-dire vraiment, et j'invite tous les Sénégalais, la société civile, l'opposition, à faire une lecture commentée. Une lecture commentée de la déclaration de politique générale. Le Premier ministre l'a dit. Il n'y a pas véritablement eu d'objection sur ce qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas trop tard. C'est-à-dire, d'abord, sur certaines questions qui ont été posées, il a même dit que certaines questions, ce sont des questions qu'on devrait adresser à un maire. Vous voyez, on a tendance à considérer le Sénégal presque comme une collectivité locale, d'où donc la nécessité de décentraliser, de telle sorte qu'au niveau de pôle territoire, que certains sujets puissent être discutés à cette échelle-là. Vous voyez? Alors donc, j'invite vraiment tous les Sénégalais réussi du côté de la liberté politique et de la démocratie. Nous voulons le réussir du côté de la démocratie économique, par la liberté économique et l'inclusion. La question est de savoir qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans ça. Il faut le critiquer sincèrement et ils auront, tous ceux qui auront des contributions positives, nous les prendrons. Tous ceux qui auront, disons, eu raison sur certaines propositions qui ne seraient peut-être pas bonnes, mais on les enlèvera. Ouais. Il y a quand même du positif dans le discours du Premier ministre et les réponses qui ont été données. C'est là où il dit souvent, sur telle et telle question, voilà ce que nous voulons faire, mais nous allons nous concerter avec les acteurs. Tout à fait. Si vraiment il est nécessaire d'y aller ou de reculer, on va le faire. C'est ça. Moi, ça, c'est intéressant. Je vous disais que la dernière fois qu'on a eu un échange, ça fait 12 ans. Ouais. C'était la veille des élections présidentielles en 2012. Vous étiez candidat. Oui, je suis resté indépendant pendant toute cette période. Donc, je vous disais, le Premier ministre, moi, je l'ai connu en 2014. Il est ouvert d'esprit, en réalité.
Je ne suis pas, moi, de Pastef. Oui. Je suis resté un acteur indépendant qui écrivait sur la marche du pays. Alors, tout ce qui est dans la déclaration de politique générale, c'est, comment on dirait, me bête le. Est le fruit d'une réflexion sincère. Voilà. Donc, il s'agit maintenant, pour les autres, de Mais ça reste une œuvre humaine. Ça reste une œuvre humaine. Oui. Voilà. Donc, nous, on est ouverts. On est ouverts au débat. Très bien. Sur tous les sujets. S'il y a quelque chose dans sa déclaration de politique générale qui n'est pas approprié à l'analyse, en interne, on peut le lui dire. En externe, d'autres peuvent le lui dire. À ce moment-là, on y réfléchit. D'ailleurs, dans les réponses, il l'a même dit par rapport à un des sujets. Par exemple, la taxation sur les appels entrants, sur les visas donc, aux étrangers. La réciprocité, oui. Oui, donc la loi n'a pas été abrogée sur les appels entrants. Bon, s'il faut l'abroger, il faut l'abroger, mais une loi, il faut l'appliquer. Si ce n'est pas bien, bon, nous l'enlevons. S'il y a quelque chose là-bas, même avec l'avènement de l'Internet et les appels qui sont plus ou moins gratuits, s'il y a quelque chose à faire... Mettre les concertations en avant, quoi. Tout à fait. Privilégier les discussions, c'est important. Absolument. Alors, la reddition des comptes, on va en parler avec l'élection des membres de la Haute Cour de justice. Oui. Alors, le défi est non seulement ici de montrer que c'est un principe de gouvernance et de transparence qui est normal, hein, oui. De bonne gouvernance, mais également c'est de s'y atteler et d'oublier peut-être qu'il y a d'autres priorités. Ça, c'est une erreur à ne pas commettre aussi. Oui, bon, moi je pense que quand on parle de rebasing, je pense que c'est le président Abdou Diouf qui disait qu'il faut c'est Senghor peut-être qui lui disait qu'il faut agir avec fermeté, sans cruauté inutile, ou faiblesse coupable, quelque chose comme ça. Vous voyez? Alors, il s'agit de connaître la vérité. C'est-à-dire entre Sénégalais qu'on puisse connaître la vérité pour qu'il y ait justice. Connaître la vérité, ça ne veut pas dire... s'acharner sur des adversaires ou quelque chose comme ça. Quoi. Ça sans cruauté inutile ou faiblesse coupable. Hein, une faiblesse coupable. C'est-à-dire il y a eu des exactions, il y a eu des morts, il y a eu des familles qui ont perdu des êtres chers, donc qui ont besoin de savoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Donc nous, entre nous Sénégalais, on fait un bilan, on dit voilà ce qui s'est passé. Et on dit voilà, plus jamais. Et ceux qui ont véritablement fauté, n'est-ce pas, sans faiblesse coupable, hein, donc ils doivent que tout le monde sache qu'il y a certains comportements qui ne sont pas acceptables, que ce soit la prévarication donc sur des ressources publiques ou bien la commission de meurtre de ce genre, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Il nous faut savoir la vérité pour qu'il y ait justice. Très bien. Mais sans passion, sans théâtralisation, parce que c'est des erreurs quand même à ne pas commettre. D'autres l'ont fait et bon, on a vu que ça n'a pas pratiquement donné les résultats qu'on souhaitait. Tout à fait. Non, mais je dis vérité. C'est-à-dire que si tu dis djubanti, donc c'est d'abord la vérité. Et pas, il a aussi mentionné, pas de chasse il ne s'agit pas de chasse aux sorcières, il s'agit de nous assurer de connaître la vérité. Hein? Et cette vérité-là, donc, elle est nécessaire pour pouvoir agir sans faiblesse coupable, hein, mais être dans la vérité. Très bien. Monsieur le ministre, merci beaucoup d'être venu. Tout le plaisir était pour moi. Après une dizaine d'années, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous.